Ah, Je vous invite, bienvenue d'abord. Je vous invite, s'il vous plaît, à couper vos micros pour ne pas. parce qu'on entendait quelques trucs super confidentiels, hein. Ouais. Euh, et on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour le lancement de la saison 2 de ce cycle de webinaires donc, qui s'adresse aux collectivités territoriales et aux acteurs du BTP qui souhaiteraient s'engager ou qui le sont déjà hein, dans la mise en place de démarches d'économie circulaire dans le secteur du BTP. Donc, c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Juliette Simonetto, secrétaire générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Et donc, à l'occasion donc, de ce premier épisode d'un cycle de webinaires qui est organisé donc, par l'INEC en partenariat avec France Urbaine et Toulouse Métropole, avec le soutien du projet Life Build, donc, qui est un projet européen piloté par la métropole de Toulouse, dont l'INEC est partenaire et qui porte de fortes ambitions en matière de construction circulaire sur le plan opérationnel, mais également des ambitions en termes de dissémination et de réplicabilité des pratiques et des outils qui sont mis en place à l'échelle locale. Pour ce premier webinaire, donc, nous nous intéresserons aujourd'hui à la réglementation nationale et européenne de la construction circulaire, avec la présence d'un certain nombre d'experts qui nous éclaireront sur le sujet et qui répondront aux questions que vous vous posez. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, pour quelques mots d'introduction. Eh bien, bonjour à tous. Merci infiniment de nous avoir rejoints de bon matin ce jeudi pour parler bâtiment, construction d'ailleurs plus largement et économie circulaire. Alors, Juliette l'a rappelé, la genèse la genèse de ce projet, la genèse de ce cycle de webinaire, même cette deuxième saison. J'aime bien la deuxième saison, épisode 1, on a l'impression d'être dans une série à suspense. J'espère qu'il y aura beaucoup de saisons. La genèse de ce projet, c'est d'abord le LIFE que Juliette a évoqué, le LIFE Waste to Build, qui est un projet dans lequel on est engagé depuis quelques années déjà. Alors pour ceux qui connaissent pas peu, un LIFE c'est un projet européen qui permet d'engager une somme d'acteurs avec des moyens pour arriver à un projet, un objectif assez précis. Alors en l'espèce, c'est le LIFE Waste to Build. Et l'ambition, c'est diminuer les déchets du bâtiment. Quand on sait ce que c'est les déchets du bâtiment en France en termes de volume, en tout cas, 46 millions de tonnes par an. Donc ça pour le bâtiment, 240 millions si on intègre toute la partie construction, donc le TP en plus. On voit que c'est pas une mince affaire. Et tout ce qui peut être fait en ce sens a évidemment un intérêt massif à l'heure où finalement on se rend bien compte que la façon dont on faisait jusqu'alors, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, enfouir, devient de plus en plus compliqué et puis probablement, on va dire aussi, assez peu souhaitable. Donc nous, on est engagé depuis quelques années dans ce projet qui marche très très bien. En tout cas, toutes les ambitions au niveau territorial sont remplies. Et maintenant, évidemment, dès qu'on est dans des choses comme ça avec l'ensemble de l'équipe, on a toujours en tête l'étape 2. L'étape 2, comme Juliette l'a rappelé, c'est la suite. C'est-à-dire que les réussites sur place, elles doivent être entérinées. Donc, on le sait, hein, on l'a tous vécu, lancer un projet, c'est possible, le faire durer, l'organiser, la réalisation et faire que ça continue au fil du temps, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Il y a donc déjà cette idée de pérennité, cette idée de réplicabilité aussi, de voir comment on arrive à disséminer l'ensemble de ces bonnes pratiques qui sont nées de ces expériences. Donc c'est pour ça que le partenariat avec France Urbaine, nous qui est un partenariat INEC, France Urbaine, enfin Delphine Bourdin qui intervient le rappellera, mais c'est le rassemblement des grandes villes et des métropoles en France. Donc c'est un sacré outil, un sacré espace
un sacré collectif dès lors qu'on veut voir sur leur applicabilité, voir aussi les bonnes pratiques ailleurs, mais réussir à mieux disséminer. Voilà, donc ce partenariat qui est assez large. Vous tous, vous êtes pour certains, effectivement, acteurs dans les collectivités territoriales, acteurs du bâtiment. Et vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de réussir à capitaliser sur ce qui est fait depuis quelques années en échangeant, en discutant, en formant quand il y a des besoins, en posant des questions à des experts comme aujourd'hui, pour faire que ces sujets soient mieux compris, avec encore une fois cette idée que ces travaux menés par pas mal d'acteurs depuis quelques années, ça soit pas seulement, même si c'est déjà ça, hein, une expérimentation réussie, mais vraiment un changement de façon de faire pour l'avenir, en s'appuyant, bien entendu, avec tout ce qui est mis en place, en particulier, je pense, en particulier à la responsabilité élargie du producteur. C'est pour ça que j'en profite pour remercier un peu spécialement les autres aussi, hein, mais Patricia Flambert de Valobat, qui est là aujourd'hui aussi pour présenter tout ce qui est fait. Enfin, voilà, en tout cas, merci à tous d'être encore nombreux pour cette deuxième saison, épisode 1. Et puis, écoutez, on vous fera le point aussi peut-être à la fin sur les épisodes qui arrivent. Mais... Merci Emmanuel, ce qui fait très bien la transition avec justement une présentation des différentes interventions. Donc, je donnerai tout de suite la parole à Hugo pour présenter le guide qu'a produit l'INEC qui s'intitule Déployer l'économie circulaire à la construction, qui s'adresse à la fois aux acteurs publics et privés qui souhaiteraient mettre en place justement des démarches d'économie circulaire. Patricia Flambert prendra la suite d'Hugo pour faire un focus sur la mise en œuvre de la REP PMCB. On aura avec nous également un expert, Karl Henkel, du cabinet d'avocats répondre à certaines questions. Et enfin, Delphine Bourdin, donc de France Urbaine, nous fera un petit point sur la réglementation européenne avant un petit temps d'échange. Et pour ce faire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On tâchera d'y répondre en dernière partie de ce webinaire. Hugo, c'est à toi. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Hugo Konzelman, donc je suis responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire. Et j'ai la lourde tâche de vous présenter en quelques minutes seulement notre document dont on est assez fier, sur lequel on a travaillé pendant près d'1 an avec les adhérents de l'INEC et le cabinet Altesse Avocat qui s'intitule Déployer l'économie circulaire dans la construction. Alors, il y a un historique dans ces travaux. On avait déjà sorti un document sous format FAQ en 2021, notamment avec Karl Henkel, pour essayer déjà de comprendre tous ces mouvements, toute cette réglementation qui était déjà en train de se mettre en place en 2021 après la loi AGEC dans le secteur de la construction. On sentait que les pouvoirs publics avaient déjà pris en compte ce sujet de la circulation dans le secteur et on s'est vite rendu compte quelques années après que il fallait non seulement mettre à jour le document mais essayer de l'approfondir, de lui faire gagner en consistance parce qu'il s'agissait plus maintenant uniquement de décrypter la réglementation mais aussi d'accompagner les acteurs à intégrer cette fameuse circularité dans leurs projets et finalement d'essayer d'aller un peu plus loin que simplement vous expliquer la réglementation, essayer d'aller jusqu'à vous dire pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à agir et également se servir aussi de documents pour recenser les guides, les chartes, les initiatives, les labels utiles, tout ce qui va pouvoir vous permettre de vous lancer dans un projet de circularité. Alors vous voyez, vous avez un petit QR code sur la slide où vous pouvez télécharger cette publication et la consulter. C'est 27 questions, donc c'est un document qui n'est pas exhaustif encore. On a essayé de couvrir large, mais il a vocation à être enrichi et enrichi aussi de vos retours en tant qu'acteurs
au quotidien, au concret, au plus près du terrain. Alors si on passe à la slide suivante, le premier chapitre, la première partie de ce document, il s'agit bien évidemment de comprendre pourquoi est-ce que on a un intérêt à déployer l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Je veux bien aller du coup directement à la slide d'après. On a un contexte qu'il faut prendre en compte hein, aujourd'hui dans le secteur de la construction, un contexte économique difficile, avec aussi également, on l'a vu, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, que ce soit dans différents secteurs, mais notamment dans le secteur de la construction, et également une réglementation européenne et française, avec à la fois le règlement produit de la construction, mais là je laisserai Delphine en parler, et je laisserai aussi mes autres camarades intervenants parler de la réglementation française. Mais voilà, il y a un contexte qui fait que il y a une nécessité d'accompagner un peu plus les acteurs. Pourquoi? Parce que je vous ai remis quelques chiffres intéressants. À la fois, le BTP dans nos déchets, c'est près de 70% hein, du total des déchets produits dans notre pays. C'est près de 23% de nos émissions de carbone et 43% du total de notre consommation énergétique. Donc, s'il y a bien un secteur dans lequel il faut agir et agir vite, eh bien, ça va être celui-là. Et je rappelle également que la France est le seul État de l'Union européenne à avoir mis en place une REP dans le secteur du BTP. Et que là aussi, tout ce contexte fait que il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, une fois qu'on a mis en place cette réglementation pour expliquer tout ça. Et c'est aussi l'enjeu de ce document. Si on va à la slide suivante, on a quand même identifié deux gros enjeux qui vont au-delà du sujet simplement des décryptages de la réglementation et qui vont finalement être le fil conducteur hein, aussi de ce document et de ces 27 questions. Le premier, c'est comment est-ce qu'on construit un modèle économique de la circularité? Alors, c'est valable pour un certain nombre de secteurs, mais c'est valable aussi également dans celui du BTP. Comment est-ce qu'on fait en fait en sorte que on voit plus ne plus voir les déchets finalement comme une contrainte, mais comme une ressource? Comment est-ce qu'on rend ces déchets et ce modèle-là rentable? Comment est-ce qu'on le rend résilient? Et finalement, comment est-ce qu'on arrive, grâce à tout ça, à réduire c'est le mot d'ordre assez important, réduire nos déchets, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire nos consommations énergétiques, réduire aussi les boucles desquelles on est dépendant, qui sont aujourd'hui des boucles assez grandes et assez dispersées. Bref, comment est-ce qu'on construit ce modèle de la circularité? Et puis, comment est-ce qu'on fait infuser, donc c'est un peu le corollaire, hein, l'économie circulaire sur toute la chaîne de valeur à travers la formation, qu'elle soit initiale ou continue, à travers l'adaptation aussi de nos modèles, des modèles existants, des pratiques existantes. Et puis enfin, ne pas oublier le sujet de la traçabilité qui est le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on fait pour bien identifier comment nos actions sont objectivement bonnes pour l'environnement. Voilà un petit peu sur cette partie enjeu. Je vais assez rapidement pour vous expliquer un peu l'ensemble du document. On a une deuxième partie qui, elle, voilà, va essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont les nouvelles obligations. On peut aller peut-être directement sur la slide d'après. Directement, quelles sont les nouvelles obligations à la fois qui sont liées à la loi AGEC et la REP PMCB. Mais là aussi, je laisserai peut-être Patricia plus détailler sur le sujet de la REP. Mais vous avez quelques grandes obligations qui ont nécessité quand même, à la fois pour les acteurs, une sorte d'ingestion un peu hein, de ces grands principes, de ces grandes règles, et puis une nécessité aussi de les accompagner sur le plus long terme. Alors, la fin de destruction des invendus non alimentaires, on pourrait se dire que ça ne concerne pas forcément spécifiquement le BTP, mais en fait, il va y avoir quand même un certain nombre de flux qui vont être concernés sur un
chantiers par cette interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Là aussi, gros sujet issu de la loi AGEC. L'obligation de tri à la source des déchets de chantier, le fameux tri 7 flux qui est devenu quelque chose d'assez important. L'encadrement du réemploi et du recyclage avec notamment des obligations mises en place des objectifs mis en place et des obligations pour les acteurs du secteur à atteindre en matière de matières recyclées et de matières réemployables. Et puis enfin, le fameux diagnostic PEMD, produits, équipements et matériaux déchets, pour certains chantiers qui est aussi, là aussi, une sorte de révolution finalement dans la manière de concevoir, d'aborder un projet de circularité dans la construction. Et tout ça, on en parle dans ce document et on essaye de aller un peu au-delà pour vous accompagner. Alors, je laisse peut-être le sujet REP parce que sinon, on va pas respecter les horaires. Donc, je veux bien aller à la slide suivante. En fait, vous avez deuxième partie, une troisième partie qui est en fait deux parties initiées et accélérées dans ce document. C'est finalement comment est-ce qu'on identifie les freins et les solutions, comment est-ce que sur chaque étape du chantier, on va aller identifier ce qui va poser problème, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui quand même posent problème, et comment on va essayer d'aller au plus juste, au plus rentable et au plus simple. Alors bien évidemment, je vous ai identifié quelques grands freins, vous en avez sans doute d'autres, mais le coût initial, bien évidemment, faire de l'économie circulaire sur une chaîne de valeur qui n'est pas habituée à le faire, ça coûte plus cher. Vous avez aussi le sujet de la complexité réglementaire, je vous en ai parlé, mais beaucoup de nouvelles obligations qui sont arrivées. Le sujet de l'enjeu assurantiel qu'on a voulu traiter aussi spécifiquement dans ce document parce que c'est quelque chose qu'on a identifié très très vite comme un sujet assez important. Et puis, c'est sur les retours qu'on a eus dans nos différents travaux, le sujet des filières, du manque de filières de collecte et de traitement local, et le sujet qui est corollaire aussi de la disponibilité du gisement et des offres pertinentes. Donc ça, ces freins-là, c'est les grands freins qui ont été identifiés, et on s'est un peu échiné finalement à aller trouver les solutions qui vont essayer de desserrer un petit peu ces freins. Ces grandes solutions, là aussi, je ne rentre pas dans le détail, il y en a d'autres aussi qu'on a développées dans le document, mais l'idée, c'était de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait mutualiser au maximum les actions, les produits, les flux, etc. Comment est-ce qu'on peut aussi compter sur l'engagement des acteurs publics quand on est un acteur privé pour faciliter les choses, compter sur l'accompagnement des éco-organismes et de l'organisme coordinateur pour également se faciliter les choses sur son chantier, et comment est-ce qu'on peut identifier, mettre en place, cartographier les plateformes locales de mise en relation. Voilà un peu ces solutions qu'on a identifiées dans le document. Je vous laisserai bien sûr les consulter plus amplement sur ce document-là. Et puis enfin, sur le côté intérêt à agir, pourquoi est-ce qu'on a un intérêt à agir quand on est un acteur de la construction sur le sujet de l'économie circulaire? Tout simplement, trois grands axes qu'on s'est efforcé de traiter aussi dans ce document. Le sujet de la réduction des coûts, parce que mine de rien, ça va nous permettre, oui, de réduire nos coûts au bout d'un moment, en diminuant nos frais d'élimination de déchets, en réduisant nos coûts d'achat, en intégrant des matériaux issus du réemploi et notamment de la déconstruction des chantiers grâce au PEMD. Le renforcement de la compétitivité, il faut le rappeler quand même aux acteurs que vous avez un certain nombre de collectivités et de maîtres d'ouvrage
qui imposent de plus en plus de clauses d'économie circulaire dans leur contrat, dans leurs appels d'offres. Donc, ça va permettre d'anticiper et de sécuriser un petit peu ces éventuels contrats futurs. Et puis, il y a un sujet aussi d'image de l'entreprise qui se lance dans cette construction circulaire. Et puis, bien évidemment, le troisième intérêt à agir qu'on a voulu traiter, eh bien, c'est la question de se conformer à la réglementation. Donc, dans chacune des questions, vous avez aussi le sujet à quelle réglementation ça va être lié et quels sont les risques et les sanctions qu'on peut encourir si on ne respecte pas certaines obligations. Et là aussi, ça a été un sujet qu'on a voulu traiter parce que c'est un sujet très terre à terre, mais assez important. Et il faut le rappeler parce qu'on ne connaît pas toujours la réglementation et les difficultés auxquelles on peut se confronter. Voilà, un peu sur la présentation de ce document. Je crois que sur la slide suivante, vous avez encore le QR code qui va vous permettre de télécharger, de télécharger cette FAQ et je laisse la main à Juliette. Merci beaucoup. Merci Hugo pour cette présentation. Je vous propose de poursuivre et d'enchaîner justement sur un focus sur la REP PMCB. Où est-ce que l'on en est? Où est-ce que l'on va? Quelles sont les perspectives pour les années à venir? Et pour cela, je laisse la parole à Patricia Flambert de Valobat. Bonjour à tous. Donc, je me présente Patricia Flambert, Relations institutionnelles de Valobat. Ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter un peu l'évolution de la filière PMCB, tout ce qui a été fait et les perspectives, comme a été évoqué par Juliette. Donc, tout d'abord, on commence un peu à parler de cette responsabilité de l'agent de producteur pour la filière PMCB en regardant un peu les principes et les objectifs de la filière. Donc, les slides suivantes. Donc, la loi GEC a lancé plusieurs nouvelles filières en France, dont la filière PMCB. Qui a été annoncé en 2020 avec une organisation des futurs éco-organismes en 2021 et finalement seulement en juin 2022. Donc, nous avons la publication de cahier de charges et finalement, les 4 éco-organismes qui sont présentés pour cette filière ont été agréés en octobre 2022. Cette filière, c'est la filière la plus ambitieuse. Nous pouvons constater pour tout ce qui concerne la responsabilité de l'agent de producteur en France. Elle est inédite, comme a été évoqué par Hugo, non seulement en termes de vitesse de sa mise en place en France, mais sur le territoire européen, raison pour laquelle aussi nous sommes assez consultés par plusieurs pays de l'espace européen qui nous regardent de près. Ils s'inspirent en essayant de s'inspirer un peu de cette expérience de REP PMCB française. Donc, il faut savoir que elle a été lancée donc en 2022, mais son activité opérationnelle a démarré seulement au 1er mai 2023. Elle a demandé beaucoup d'organisation pour en fait embarquer la plupart des acteurs pour le démarrage de la filière. Et l'objectif de sa création a été sur l'ensemble du territoire de lutter en fait contre les dépôts sauvages en proposant un canal de collecte très axé sur la reprise sans frais. Des points de collecte de proximité, d'apport volontaire, pour couvrir en fait l'ensemble du territoire en s'appuyant sur les distributeurs, les négoces, les déchetteries professionnelles, les plateformes inertes et les déchetteries publiques. Un autre objectif de cette filière, c'était exactement de développer l'économie circulaire en augmentant le taux de collecte, de réemploi et de recyclage en suivant en fait les objectifs qui sont affichés dans le cahier des charges qui sont progressifs sur le cahier de charges de la filière PMCB. Il y a un autre objectif qui est très important, qui finalement va
consolider en fait cette boucle un peu fermée sur le secteur de la construction concerne le développement de l'éco-conception pour que les produits et matériaux mis en marché soient en capacité d'intégrer de la matière recyclée et d'avoir vraiment une démarche très vertueuse, non seulement dans la durabilité, mais aussi dans la récupération de matières premières secondaires issues en fait de la valorisation des déchets de la filière PMCB. Les slides suivantes. Donc, la REP, comment ça s'organise finalement? Donc, les metteurs sur le marché qui concernent les fabricants, les distributeurs et les importateurs, il faut savoir que c'est une filière qui n'est pas seulement opposée aux fabricants français, mais c'est opposé à tous les fabricants qui mettent sur le marché, sur le territoire français, un produit dans le secteur de la construction. Donc, c'est une filière qui ne va pas pénaliser les fabricants français, mais qui a pour objectif vraiment rendre responsables de la fin de vie de leurs produits toutes les metteurs sur le marché sur le territoire national. Donc, les metteurs sur le marché vont faire leur mise en marché et en fonction du tonnage de cette mise en marché, ils vont verser en fait à un éco-organisme ce qu'on appelle la éco-contribution qui correspond à ce montant de tonnage mis de matériaux sur le marché qui va finalement financer l'éco-organisme qui finalement c'est un collectif des fabricants, ça peut être aussi tout simplement un système individuel et qui va financer finalement grâce aux éco-contributions toute la chaîne de valeur, de collecte, de tri, de valorisation et de récupération de matières premières secondaires liées à la REP PMCB. Le prochain slide. Et la réglementation, finalement, comme je vous ai annoncé, en 2022, elle a agréé 4 éco-organismes, donc Ecomaison, Ecominero, Valdelia et Valobat. Et la réglementation prévoit bien que dès lors qu'un plus d'un éco-organisme est agréé pour une filière, donc la création d'un éco-organisme coordonnateur s'impose. Donc c'est la raison pour laquelle l'OCAB bâtiment a été créé. C'est l'organisme coordonnateur de la filière PMCB qui est composé par les 4 associés, donc les 4 éco-organismes agréés, qui fonctionne en fait comme une société à action simplifiée, qui a reçu aussi un agrément délivré par l'État, qui doit être renouvelé pour que son activité soit maintenue. Et aussi, la fonction de l'OCAB, de l'organisme coordonnateur, c'est de réaliser 2 missions principales au sein de la filière. Une concerne l'équilibrage de la filière en faisant respecter les obligations de collecte, de proportion de marché amont, et aussi de porter des sujets d'intérêt commun, donc la création des standards communs de collecte séparée et de collecte conjointe, la mise en œuvre de déploiement de points de maillage tous les 10 et 20 km. C'est un des objectifs de cette filière, comme j'ai évoqué précédemment. Donc, le maillage, il doit être vraiment composé par des points de collecte tous les 10 et 20 km, avec une particularité sur la région Île-de-France, qui est due à la densité économique de notre région. Les points de collecte, ils s'organisent en fait sur le territoire tous les 15 minutes en fait. Donc, on a un timing, un chrono qui nous fait en fait développer la création de points de collecte, de maillage territorial un peu différemment sur la région Île-de-France. Aussi, un autre sujet d'intérêt commun porté par l'OCAB concerne l'élaboration de contrats types à adresser aux collectivités. Donc, nous avons un contrat type unique et toute la partie de gestion qui concerne les collectivités, c'est l'OCAB qui le réalise avec la participation des 4 éco-organismes. Et aussi les études
qui concernent les éco-modulations, les reprises sur chantier, le réemploi, toutes les études qui vont nous permettre de créer une performance de la filière, mais aussi d'apporter des données très précises au pouvoir public pour faire évoluer la filière dans le bon sens. Quand on regarde la filière PMCB, elle est composée par 2 catégories de produits. Donc, la catégorie 1, qui sont la catégorie inerte, donc tout ce qui concerne le béton, la terre cuite, gravat, et la catégorie 2, de grandes œuvres comme le métal, bois, plastique, plâtre. Et pour la catégorie 1, les éco-organismes qui ont été agréés, c'est Ecominero et Valobat. Et pour la catégorie 2, Ecomaison, Valdelia et Valobat. Comme vous le voyez bien, Valobat est le seul éco-organisme agréé pour la totalité de la filière, donc la catégorie 1 et la catégorie 2. Et la filière, elle s'organise sur 3 canaux de collecte. C'était le grand chantier dès la création en fait, de la filière. Le premier canal de collecte concerne les points de reprise de proximité que je viens de vous évoquer, qui est composé par la déchetterie publique, les distributeurs et les points de reprise pro qui concernent les plateformes inertes et les déchetteries privées, avec le contrat type unique pour les déchetteries publiques. Et aussi, nous avons 2 canaux de collecte supplémentaires qui concernent l'apport au point de reprise dans un entrepôt directement pour la massification des déchets et aussi la collecte directement sur chantier. Concernant les 3 canaux de collecte, seulement la déchetterie publique pour le point de reprise de proximité est géré par l'OCAB avec un contrat unique et les 2 canaux supplémentaires avec aussi les distributeurs et les points de reprise déchetterie professionnelle et aussi les plateformes inertes sont gérées avec un contrat unique par chaque éco-organisme. En proposant des offres de services très précises pour diversifier en fait les modalités de collecte et de valorisation des déchets. Il y a une geste de tri commun et harmonisé pour que la filière puisse s'opérer est obligatoire, donc les points de reprise et tous les canaux pour que le dispositif de la filière PMCB puisse être applicable. Le tri à la source, c'est une obligation et c'est le levier le plus important pour la PMCB. Concernant une bonne construction de cette première année et demie de démarrage de la filière, nous avons tout un outillage qui est à disposition aujourd'hui des professionnels et des particuliers. Donc, notamment sur le site web de l'OCAB, vous avez la carte avec tous les points de reprise de proximité existants sur l'ensemble du territoire national et aussi toutes les informations concernant les guides pour préparer son apport et avoir toutes les informations qui concernent le périmètre de la filière PMC parce que aujourd'hui, la réglementation prévoit un périmètre assez précis. L'objectif, bien sûr, à long terme, c'est qu'on puisse trouver une solution pour que la prise en charge de la filière PMCB puisse concerner plusieurs familles de produits qui ne sont pas encore prévus par la réglementation. Donc, maintenant, quand on avance tout simplement sur le périmètre de Valobat, donc je vous présente un peu tout ce qui a été fait. Notamment, donc, en 2021, plusieurs acteurs se sont regroupés pour se préparer à répondre à cette obligation réglementaire. Et notamment, Valobat a été créé avec la participation de 51 associés qui sont très représentatifs finalement du secteur de bâtiment. Et Valobat, elle a été créée par les acteurs de bâtiment pour les acteurs de bâtiment. Donc, nous avons 3 piliers très représentatifs du secteur. Donc, nous avons des industriels, des distributeurs et des organisations professionnelles. Nous avons de grands groupes, nous avons des associations qui sont importantes et qui en fait, regroupent l'ensemble de l'activité. Valobat était donc agréé en 2022
Pour la filière PMCB, aujourd'hui, en 2023, elle était agréée aussi pour la filière ABJ, donc articles de bricolage jardin, et DOA, éléments d'ameublement, pour tout ce qui concerne la partie de BTP. Notre objectif, c'est vraiment d'être représentatif de l'ensemble total de secteur de bâtiment. Aujourd'hui, nous avons plus de 6000 adhérents représentatifs de toute taille et d'activité de metteurs sur le marché. Donc, nous avons des grands, de petits entreprises et l'ensemble, en fait, des matériaux. Donc, on représente vraiment la totalité du secteur. Notre mission la plus forte, c'est de mettre en œuvre l'économie circulaire dans le bâtiment, le rendre de plus en plus circulaire. On a envie vraiment de bâtir un secteur beaucoup plus vertueux et en accord avec les enjeux non seulement économiques et environnementaux. Et pour cela, on s'appuie sur 3 ambitions. Donc, l'éco-conception des produits. L'éco-conception, c'est au cœur de notre métier. Le réemploi, le recyclage et valorisation. Patricia, le temps file Oui. et je vais devoir donner la parole aux autres intervenants, mais est-ce que vous pouvez nous dire peut-être 1 ou 2 mots sur le nombre de points de collecte qui ont été déployés aujourd'hui sur le territoire, et peut-être qu'on peut passer directement à ces slides pour terminer. Voilà, exactement. Là, c'est juste une image de 3 points de collecte de canaux qui sont importants. Les petits volumes pour les canaux de reprise, de proximité, et les 2 canaux supplémentaires, entrepôts et chantiers pour les grands volumes. Et aujourd'hui, pour tout ce qui concerne Valobat, les points de reprise de proximité, donc nous avons plus de 3000, presque 3700 points maintenant de points de reprise sur l'ensemble du territoire, avec 484 points qui concernent les entrepôts. Et nous, en ce moment, on accompagne déjà plus de 5700 chantiers, donc des gros volumes qui sont en train de monter en progression en termes de tonnage. Et pour tout ce qui concerne le premier canal, qui concerne les points de reprise de proximité, qui concerne l'OCAB, on est à un peu plus de 6000 points sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, quand on regarde la carte globale du territoire national et aussi tout ce qui concerne le territoire outre-mer, le service, il est là. Les points de reprise sont à disposition. On peut avancer sur les slides suivants. Donc, juste pour vous montrer l'intensité, en fait, de la montée en puissance de cette filière, cette carte-là, elle représente seulement Valobat. Je vous ajoute toutes les points de reprise aussi qui correspondent les 3 autres éco-organismes. Donc, ça veut dire que notre territoire aujourd'hui, il est en capacité vraiment d'absorber en fait la densité des flux qui sont prévus par la réglementation concernant la filière PMCB. Merci Patricia, je suis désolée, Oui, je dois mais vous non, couper non, parce qu'on a bien encore sûr. 2 intervenants. C'est hyper riche et on pourrait parler du sujet vraiment pendant des heures, je pense. De toute façon, Est-ce que juste pour faire le pont avec les prochains intervenants, est-ce qu'on peut juste aller vers la dernière slide? Je pense qu'elle est intéressante parce qu'il y a le réemploi, beaucoup de choses de sensibilisation que nous sommes en train de faire. C'est juste pour clôturer. Non, c'est encore un peu plus. On va mettre à disposition la présentation pour que vous puissiez voir un peu tout ce qui est fait, parce que c'est difficile de parler de cette filière qui est assez dense en 10 minutes. Mais juste pour vous donner un peu les perspectives de la filière, ça reste encore d'encourager encore davantage le geste de tri. Il est encore en phase d'adoption. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais les acteurs ont besoin encore d'être sensibilisés davantage là-dessus. Améliorer la collecte, parce que comme ça nous permet de, comme a très bien dit Hugo, de garantir une bonne traçabilité. Et c'est ça qui compte en fait pour qu'on puisse faire en sorte que le bâtiment devienne de plus en plus circulaire. Renforcer le dialogue avec les pouvoirs publics, parce que la réglementation, comme on verra tout à l'heure, elle a évolué rapidement. Donc, on a besoin de renforcer notre dialogue, lutter contre les freeriders. En fait, aujourd'hui, la majorité des metteurs sur le marché ont adhéré à la filière, mais il y a toujours encore cet exercice à faire sur certains.
promouvoir davantage le réemploi. On le fait sur l'ensemble du territoire. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et favoriser l'éco-conception qui va nous permettre aujourd'hui de changer un peu cette notion de tout simplement recycler, valoriser. Mais aujourd'hui, le déchet là, comme on le voit dans cette image, c'est plus une source tout simplement à valoriser, mais ce sont des matières premières et secondaires à récupérer pour garantir tout simplement la souveraineté de notre pays en termes de capacité de production dans le secteur de BTP avec un bon impact économique mais aussi environnemental. Voilà. Merci, Patricia. Et on enchaîne du coup avec des questions à un expert, donc Karl Henkel, qui a été d'ailleurs ordonnateur de ce guide qui a été présenté par Hugo et qui a coécrit ce guide avec l'INEC qui a été présenté au début. Donc, Karl, on va vous poser quelques questions. Et la première question, qui est la suivante. Quelle est l'actualité réglementaire pour le secteur du BTP en matière d'économie circulaire? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Juliette, Emmanuel, Hugo, Patricia et tous les autres. Je ne vais pas énumérer les 102 participants du webinaire. Excellente question. Effectivement, je pense qu'au-delà de la FAQ, dont Hugo a dit tout à l'heure qu'elle avait nécessité une actualisation avec donc, le concours de notre cabinet, le cabinet Altesse, spécialisé en droit de l'environnement, et notamment l'une des cordes de notre arc, c'est l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, avant de rentrer dans l'actualité, c'est quand même une diversité de réglementations extrêmement large. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs d'activité qui fassent appel à autant de secteurs, de domaines de compétences juridiques. Code de l'environnement, code de la construction et de l'habitation, personnes publiques, code général de la propriété des personnes publiques, collectivité territoriale, marché public, mais aussi code civil, code des assurances, code de la consommation et j'en passe. Donc on a vraiment une très très large diversité de sujets. Et c'est vrai que je vous remercie de me qualifier d'expert, mais on ne peut pas être expert de tout non plus. Toujours est-il que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille sur le sujet et qu'on a effectivement une veille d'actualité juridique. Alors sur l'actualité, elle est un peu, ça part un peu de tous les sens. Une première actualité, je vais faire un pas de côté, pas juridique, mais économique, c'est que je voulais partager avec vous une information que vous avez sans doute déjà, c'est que la FFB souligne, ainsi que d'autres acteurs, la crise du bâtiment que nous traversons depuis maintenant peut-être 2 ans, avec une très forte chute du logement résidentiel et non résidentiel, et une très forte chute des mises en chantier. Mais dans les données communiquées, j'ai l'impression que les seules données positives concernent l'amélioration, entretien des bâtiments. Donc on a un constat d'une baisse des logements neufs, mais en revanche, sur l'amélioration entretien, il y a une économie croissante. Et donc dans l'amélioration entretien, il y a évidemment de recyclage et de réemploi. Donc j'ai envie de dire qu'il est raisonnable également du point de vue économique, et pas seulement du point de vue de la vertu et de l'environnement, de promouvoir l'économie circulaire alors qu'on est dans une situation. Après, pour l'actualité, oui, on peut souligner par exemple que depuis le 1er janvier 2025, concernant la RE 2020, il y a de nouveaux seuils de la réglementation environnementale dite RE 2020 qui sont applicables et qui impliquent une analyse du cycle de vie pour réduire l'impact carbone des constructions neuves. Et dans la trajectoire, à horizon 2028, les seuils carbone seront encore plus bas. Donc là, c'est vraiment le sujet du croisement entre climat et matériaux, hein, qui sont désormais traités de façon très coordonnée, pardonnez-moi. Et ces seuils plus bas, avec des baisses successives d'environ 10% des émissions carbone, va requérir de faire appel à d'autres solutions, les fiches de données de sécurité, mais également, d'après les experts du sujet, d'aller chercher plus de matériaux de réemploi qui sont reconnus bas carbone ou de matériaux recyclés. Donc, on voit ainsi que la réglementation, la norme en l'occurrence, permet de promouvoir les matériaux de l'économie circulaire. Et puis une autre actualité, c'est peut-être pour information, dans le cadre de la REP PMCB, il y a une proposition de loi au Sénat d'exclure le bois de la REP PMCB. Alors, ce n'est pas à ce stade quel sera son destin, mais c'est un sujet qui illustre les complexités réglementaires qui peuvent parfois rencontrer les acteurs de l'économie circulaire.
peut-être d'ailleurs sur ce sujet que vous allez m'interroger ensuite, sur la difficulté réglementaire. Merci, merci Karl. On avait une deuxième question pour vous. On sait qu'aujourd'hui, il existe plusieurs diagnostics, donc diagnostic déchets, diagnostic PEMD, diagnostic ressources. Quelles sont les différences entre ces différents diagnostics et quels sont les objectifs qu'ils poursuivent? Alors, sur le sujet particulier, là, on est sur un sujet très, très particulier, mais évidemment, on ne cesse d'aller du général au particulier en la matière. Les diagnostics, effectivement, les acteurs sont parfois un peu déroutés par les offres de diagnostics qui leur sont proposées. La réforme juridique réglementaire qui a été mise en place, c'est de transformer le diagnostic qui s'appelait diagnostic déchets en diagnostic matériaux, mais dans sa grande largesse. Le Code de la construction n'appelle pas ça matériaux, mais il l'appelle produits, équipements, matériaux, déchets. Donc PEMD, on a rajouté un acronyme de plus à la grande galaxie des acronymes dont on est extrêmement friand dans le droit de l'environnement. Donc ce nouveau diagnostic, il a été mis en place depuis la loi AGEC depuis maintenant déjà 2-3 ans, et il remplace le diagnostic déchets, c'est inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation, et donc il fusionne les enjeux déchets-ressources. Donc c'est l'obligation réglementaire minimaliste, qui d'ailleurs n'est pas forcément respectée par tous, ça c'est un autre sujet, mais qui crée une obligation pour les maîtres d'ouvrage d'effectuer lors de la démolition des bâtiments, c'était une question sur le chat, c'est un diagnostic qui est destiné à donner des informations sur la cartographie des matériaux qui composent le bâtiment et à orienter ces matériaux, donc à encourager notamment une déconstruction sélective. Et donc, sur la base de ce constat, il y a des acteurs de la filière qui ont estimé que ça ne répondait pas forcément à tous les enjeux des différentes solutions proposées en matière d'économie circulaire, et c'est souvent le cas. La loi ne répond pas. Ce serait une erreur de croire que le droit a un effet magique et qu'il suffit de le respecter pour avoir des bonnes solutions. Donc, il y a une expression de diagnostic ressources qui a été employée et qui concerne une offre de prestations qui n'est pas encadrée par les textes législatifs ou réglementaires, qui peut concerner des opérations qui ne relèvent pas stricto sensu du champ des PEMD, donc des produits, équipements, matériels et déchets, et qui peut être effectué à d'autres moments qu'au stade de la démolition. Il peut être effectué au stade de la conception et il va répondre à d'autres enjeux. Donc, il se complète, mais le premier est obligatoire, le second est plutôt contractuel. Merci, Karl. Et une dernière question concernant les acteurs publics, puisque ce cycle de webinaire est également à destination des acteurs publics. Ils sont soumis aujourd'hui à diverses obligations. Quel peut véritablement être leur rôle pour déployer cette économie circulaire sur l'ensemble du territoire? Les acteurs publics ont un rôle vraiment du tout premier rang. On parle de l'expression d'exemplarité des acteurs publics. Trouve tout son sens en matière d'économie circulaire dans le bâtiment et dans le BTP au sens large. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont censés être les premiers quand même à s'assurer du respect de la réglementation qui s'applique à tous. Donc ça, c'est tous les sujets de participer à l'atteinte de l'objectif national de 70% des déchets du BTP, la hiérarchie des modes de traitement, le tri, caractérisation de façon conforme à la réglementation. Et puis, il y a des obligations spécifiques qui les concernent, qui ont été prévues par le législateur, notamment en la matière, ou par le pouvoir réglementaire. Il y en a une première qui est l'obligation d'inclure dans la commande publique une part de matériaux issus du réemploi, réutilisation et recyclage. Donc ça, c'est un décret. Donc ça, c'est une obligation qui avait été introduite déjà il y a 10 ans par la loi dite LTE-CV, Transition énergétique pour la croissance verte. Et depuis un décret du début de cette année, il y a un portail national qui est mis en service par les pouvoirs publics sur ce point, datagouv.fr, et dans le cadre duquel les acteurs publics pourront déclarer leurs données relatives à cette obligation. Donc, on va vers plus de précision, même s'il y a un rapport critique de ESS France, ou bien qu'on appelle Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui a constaté dans un rapport du début d'année aussi que trop peu de collectivités répondaient à cette obligation et qu'il y avait des marges d'amélioration, de progrès encore à atteindre. Et puis une deuxième obligation, pour finir, c'est l'obligation faite aux maîtres d'ouvrage et à l'État d'intégrer dans tous les appels d'offres, donc cette fois-ci de la commande publique,
une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus aussi bien du réemploi que de la réutilisation et du recyclage des déchets. Donc là aussi, il y a une anticipation dans le cadre de la commande publique de ces sujets. Merci pour toutes ces précisions, Karl, et pour votre intervention. Pour finir, je vais maintenant donner la parole à Delphine Bourdin pour prendre un peu de hauteur et regarder ce qui se passe un petit peu au niveau européen en termes de réglementation. Delphine, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux et nous dire quelles sont les perspectives pour cette réglementation européenne? Oui, alors je vais essayer d'être assez rapide, notamment sur un peu les textes de référence. Donc, c'est la construction, hein, comme au niveau national, c'est un secteur majeur à la fois de la consommation de ressources, mais aussi de production de déchets au sein de l'Union européenne. Ça représenterait à peu près 33% de la production totale des déchets à l'échelle européenne. Et pour répondre à ces défis, donc l'Union européenne a mis en place un nouveau cadre législatif pour promouvoir l'économie circulaire justement dans ce domaine. Et dans la mandature précédente, donc la première slide suivante, voilà. Donc dans la mandature précédente 2019-2024, on a plusieurs textes clés. Le fameux Pacte vert pour l'Europe en 2019, hein, c'était vraiment le texte phare, socle de cette dernière mandature européenne. On a eu aussi en 2020 le nouveau plan d'action pour une économie circulaire. Alors son nom complet, pour une Europe plus propre et plus compétitive. Je souligne, vu que c'est important, ces démarches sur assurer la compétitivité au sein du marché de l'UE. Et l'idée, le souhait de la Commission, c'était déjà dans ce plan de rendre le secteur de la construction plus durable en tenant compte des performances en matière de durabilité des produits de construction. Et la révision du règlement de 2011, donc qui est actuellement en vigueur, qui était en vigueur, mais les deux, j'y reviens, vont s'appliquer un peu de manière parallèle un petit temps. Et le Conseil de l'UE avait aussi demandé à la Commission européenne de faciliter vraiment la circularité des produits de construction lors de la révision de ce règlement donc, de 2011. Mais on a eu aussi la stratégie industrielle pour l'Europe en 2020, qui avait insisté de se pencher sur ces sujets de durabilité des produits de construction, vu que l'environnement le bâti plus durable est aussi un acteur clé pour la transition de l'Europe vers la neutralité climatique, mais aussi la stratégie industrielle en 2020. Et puis, on avait le fameux nouveau Bauhaus aussi, mais qui était là, la dimension vraiment plus culturelle, créative du Pacte vert pour l'Europe, et accompagner la transformation de divers secteurs économiques, tels celui de la construction. Et puis, pour finir, la communication, on a eu une stratégie sur la normalisation pour un marché unique européen, résilient, vert et numérique. Et je reviens là juste après sur le nouveau règlement européen qui a été déjà mentionné sur les produits de construction de 2024. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'objectif, les objectifs un petit peu principaux sont la réduction de l'utilisation des ressources, encourager l'utilisation des matériaux, l'utilisation de matériaux réemployés, recyclés, la conception circulaire, toujours aussi pour faciliter le réemploi, la réutilisation, des systèmes de gestion efficace des déchets, à soutenir l'innovation et la recherche dans tout le secteur des technologies et des pratiques de construction plus durables. Et je l'ai mentionné, la normalisation, harmoniser les conditions de commercialisation des produits au sein du marché de l'UE. Donc, toutes ces mesures visent vraiment à transformer le secteur de la construction en un modèle plus durable, réduire son impact environnemental, mais aussi, on l'a dit, hein, stimuler la compétitivité et l'innovation au sein de l'Union européenne. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le nouveau règlement, il vise à harmoniser justement ces conditions de commercialisation des produits de la construction au sein de l'Union européenne, tout en renforçant la traçabilité, en intégrant des exigences environnementales plus fortes et en promouvant des pratiques qui répondent aux principes de l'économie circulaire. Donc, ce nouveau règlement, il a été publié au journal officiel en décembre 2024, adopté en novembre, publié au journal officiel décembre 2024, entré en vigueur au 7 janvier 2025.
Mais il sera applicable à partir du 8 janvier 2026 avec des exceptions pour certaines dispositions. Certaines s'impliqueront dès le 7 janvier 2025 et d'autres s'appliquent dès le 7 janvier 2025 et d'autres vont s'appliquer à partir du 8 janvier 2027. C'est toujours un peu plus compliqué, il y a de nombreuses dispositions et donc voilà, c'est pas évident de regarder toujours les phasages pour l'application. Et il a en plus une particularité, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est que son application, donc, elle sera progressive et il y aura un temps de coexistence entre le règlement de 2011 et le règlement de 2024 jusqu'à 2040 au plus tard. Donc, et à noter aussi que ce règlement constituera vraiment l'acte juridique qui sera utilisé pour harmoniser tous les aspects pertinents des produits de construction, et y compris les aspects liés à la durabilité, y compris ceux qui sont également traités dans le règlement de 2024 aussi sur la fixation d'exigences en matière d'éco-conception pour les produits durables. Donc, à garder en tête aussi l'importance de ce règlement, dans le secteur de la construction. Donc, les principales dispositions de ce règlement, il y a je l'ai dit, la traçabilité renforcée, j'y reviens juste après avec un petit focus, les exigences environnementales et de durabilité, avec des nouvelles obligations environnementales sur l'impact écologique des produits de construction, la définition et l'application aussi d'une méthode d'évaluation pour calculer la durabilité de ces produits environnementaux de ces produits de construction, des obligations pour les opérateurs économiques, notamment en renforçant la surveillance du marché et la protection des consommateurs. On élargit aussi le champ des opérateurs économiques pour inclure, par exemple, les distributeurs, les fournisseurs de produits intermédiaires ou de matières premières. Et enfin, un gros sujet de numérisation des informations, on va beaucoup vers la numérisation de l'économie, avec l'établissement de flux d'informations sur les sujets, sur les informations liées aux produits pour la transparence, et notamment sur les performances des produits de construction qui doivent être disponibles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on le voit, ces mesures, je l'ai dit, c'est renforcer la transparence, la sécurité, la durabilité de ces produits sur le marché européen et faciliter surtout leur libre circulation au sein du marché de l'UE. Donc, sur la traçabilité, il y a plusieurs dispositions. Il y a l'identification du produit. Il faudra un code d'identification unique pour chaque produit. Et il faudra renforcer les informations sur le fabricant. Les produits devront comporter des informations permettant d'identifier le fabricant, soit sur le produit, l'emballage ou encore le document d'accompagnement. La documentation technique devra être fournie. Les fabricants devront conserver cette documentation pour chaque produit qui devra inclure, j'y reviens juste après, la déclaration des performances, mais aussi les rapports d'essai, les certificats de conformité. La chaîne d'approvisionnement aussi, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, les importateurs et distributeurs devront s'assurer que ces produits qu'ils mettent sur le marché sont conformes aux exigences du règlement, y compris en matière de traçabilité. Et enfin, pour ce qui concerne la surveillance du marché, il y aura donc les autorités nationales habilitées à effectuer des contrôles de conformité de ces produits de construction. Et les États membres devront désigner parmi les autorités de marché une ou plusieurs autorités qui disposent des connaissances nécessaires pour l'évaluation des produits, tant sur le plan technique mais aussi juridique. Vous le voyez, c'est des sujets complexes. Et ils devront aussi désigner sur leur territoire un point de contact produit de construction. Donc, sur la traçabilité, il y a un outil qui ressort, c'est le fameux passeport numérique des produits, qui inclut aussi la déclaration des performances de conformité. Ce passeport, il découlait du règlement sur l'éco-conception des produits durables dans le cadre du Pacte vert européen. Et il tracera vraiment la vie du produit de A à Z avec toutes les informations, la composition, son origine, son utilisation, sa maintenance, mais aussi son potentiel
recyclage ou de réemploi. Donc, il devra être connecté à un ou plusieurs supports de données, être accessible de manière électronique et être accessible aussi gratuitement à tous les opérateurs économiques, les clients, les autorités et permettre d'introduire aussi, de mettre à jour les informations du passeport contenues dans le passeport produit. Et la déclaration de performance et de conformité, là, c'est un document que les fabricants doivent établir lorsqu'ils mettent en marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne et elle permettra aux utilisateurs de comparer les performances des produits et de s'assurer que ce sera bien pour l'usage prévu. Et en établissant la déclaration de performance et en apposant le marquage CE, le fabricant assume, lui, la responsabilité de la conformité de son produit avec les performances déclarées. Alors, un focus très rapide sur le réemploi parce que l'heure tourne. C'est vraiment, j'en finis là, on s'est rendu compte que le marché de l'occasion des produits de construction n'est pas encore actuellement très développé au niveau européen et du coup, il y avait ce besoin d'harmoniser à plus long terme les possibilités d'élaborer des spécifications techniques. Et ce nouveau règlement européen renforce le réemploi dans le secteur de la construction et il y a désormais en fait 2 mises sur le marché. Il y aura la mise à disposition d'un produit par le fabricant ou l'importateur et la mise à disposition d'un produit usagé après sa désinstallation. Et on fait un distinguo entre produit usagé, c'est un produit qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction, mais qui n'est pas un déchet ou alors qui a cessé de l'être et qui a pu subir aussi des opérations de contrôle, nettoyage, réparation, mais sans transformation essentielle affectant ses performances. Et le produit manufacturé, remanufacturé, c'est un produit qui a subi un processus de transformation essentiel pour sa performance et qui impliquera souvent le remplacement de composants et de pièces. Donc, la distinction repose sur l'ampleur des transformations subies des produits. Juste un dernier truc, il y a une exception, c'est qu'il semble que le réemploi sur site ne sera pas couvert par ce règlement et ne seront pas soumis à ces dispositions. Bon, tant pis pour la suite, mais il y a un travail qui continue avec un groupe d'experts au niveau de la Commission européenne avec un plan de travail sur les spécifications techniques harmonisées qui pourront aussi concerner le réemploi, réutilisation. Et le premier plan de travail est attendu pour le 8 janvier 2026 au plus tard. J'ajouterais juste, merci Delphine pour toutes ces précisions sur la mise en œuvre du coup de ce nouveau règlement. J'ajouterais que la Commission européenne a publié ce guide que vous voyez à l'écran, qui est destiné du coup aux architectes et concepteurs pour les accompagner dans l'intégration de ces pratiques d'économie circulaire, notamment en phase amont, donc en phase de conception des bâtiments. Donc une réglementation en pleine évolution également au niveau européen, sur laquelle on aura l'occasion de revenir à l'INEC, puisque l'on prévoit d'organiser 2 grands événements sur la construction au cours de l'année 2025, un qui devrait intervenir un tout petit peu avant le mois de juillet, sur les enjeux de commande publique, et un plus tard dans l'année sur lequel on aura l'occasion de revenir aussi sur cette dimension européenne, puisque ce sera l'occasion de faire un bilan de ce projet Life Waste You Build et d'imaginer la suite avec l'ensemble des partenaires du projet et avec l'ensemble des adhérents de l'INEC qui sont très investis sur ces questions de construction de circulaire. Et pour clôturer ce webinaire, merci à tous d'être encore là. Donc, ce cycle sera ponctué par 5 webinaires thématiques dont vous avez les dates qui s'affichent maintenant à l'écran. On abordera donc à la fois les questions de réemploi des matériaux de construction pour la filière, avec cette question, quelle équation économique. Ça sera le prochain webinaire qui aura lieu le 24 avril. Et donc, vous voyez les dates pour les autres. On abordera les questions de commande publique, on fera un bilan du projet Life Waste You Build et on essaiera également de croiser avec d'autres dynamiques à l'échelle régionale et européenne. Voilà pour ce dernier mot. Je rappelle que tous ces webinaires sont disponibles en replay sur le site de l'INEC. Il y a un article qui est spécifique et dédié à ce cycle est disponible en replay sur YouTube.
on ne manquera pas de vous partager ces informations et notamment l'invitation pour le prochain épisode de ce cycle. Encore merci à tous nos intervenants pour leur expertise, pour leur éclairage. Merci Patricia, merci Karl, Hugo, Delphine. Et on se retrouve très vite pour la suite. Très bonne journée à tous et à très vite. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.